On forme beaucoup de personnes extrêmement techniques chez nous, mais qui ne trouvent pas de travail. Non, mais où vont aller ces ingénieurs-là? Et lorsque j'échange souvent lors des entretiens, il me dit que bon, entre-temps, il gère peut-être un débit de boisson, ou il fait ceci ou cela. Donc. Et pour moi, c'est un gros échec effectivement du domaine de la formation parce que on ne peut pas former autant d'informaticiens sans pour autant avoir des débouchés. Moi, qu'au Cameroun, en termes d'ingénieur, il y a deux profils. Oui. Il y a le premier profil des gens qui sont allés à l'école. Oui. Ils ont fait Polytechnique, ils ont fait Institut Saint-Jean, ils ont fait l'école d'informatique. Ils sont restés vraiment très scolaires. Ils connaissent la théorie. C'est que la théorie, ça avance très vite. Il y a même certains qui vont te dire que, mais attends, ils n'ont pas utilisé ChatGPT. Le mec connaît peut-être, a fait du développement d'intelligence artificielle, il connaît tout ce qui est LLM, RNN, tout ce qui est support vecteur machine, tous les modèles d'IA qui existent. Oui. Mais en fait, il n'est jamais allé vraiment sur le terrain. C'est un second profil de personnes, souvent qui ne sont pas dans les meilleures écoles. Il n'a même pas encore eu son diplôme d'ingénieur. Mais le mec, niveau technologique, là, le gars est allé fouiller. Autodidacte, il s'est formé sur le terrain et le gars te sort des trucs qui sont vraiment incroyables. Parce que l'école ne te garantit plus rien en fait. Moi, je travaille pour une des boîtes du CAC 40 qui fait dans le transport maritime. Et l'IT est essentiellement géré par les Indiens. Et sauf que nous, on n'a pas tropicalisé les technologies là et on a essayé en fait de les implémenter telles que reçues. La technologie va toujours plus vite que les méthodologies que nous avons actuellement. Déjà, nos écoles ne sont pas équipées au niveau technologique et les élèves désormais sont plus avancés que leurs propres enseignants. Ouais. Ne vous limitez pas à l'école. Soyez curieux. Moi, je suis le gars numéro 1 qui a toujours essayé dans des trucs qui n'ont rien à voir avec sa formation. Et est-ce que l'Afrique a une possibilité de rattraper le retard énormissime qu'on a vis-à-vis du reste du monde? Bienvenue dans C'est encore possible. Le podcast qui donne la voix à ceux qui prouvent qu'au Cameroun et dans la diaspora en général, c'est encore possible. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Djiran Tafen. Merci de me recevoir à nouveau. Oui, bienvenue pour ce deuxième épisode. On va parler spécifiquement de la technologie en Afrique. Quand je parle de technologie, c'est tout ce qui est informatique, IA, marketing digital. L'idée, c'est de savoir est-ce que la technologie a un futur en Afrique. Est-ce que les Africains comprennent vraiment les enjeux et est-ce que l'Afrique a une possibilité de rattraper le retard énormissime qu'on a partout, qu'on a vis-à-vis du reste du monde. Tout à fait. Donc toi, tu as une entreprise où je fais de la formation en DevOps Cloud, qui est quand même assez technique. On fait aussi du consulting technique. On fait aussi du consulting technique, donc tu es vraiment bien placé pour savoir, pour comparer les marchés. Est-ce que ta vision justement par rapport au marché africain? Je pense que le marché africain, il n'est pas encore suffisamment mature pour absorber les technologies qui ont déjà été développées en Occident. Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est un transfert en fait de technologies. Et sauf que nous, on n'a pas tropicalisé les technologies là et on a essayé en fait de les implémenter telles que reçues. Mais avant d'aborder ça, c'était important aussi de parler un peu de l'avenir de nos jeunes. Parce qu'en réalité, on forme beaucoup de personnes extrêmement techniques chez nous, mais qui ne trouvent pas de travail. Lorsque j'essaie souvent de faire des recrutements, je poste une annonce, je reçois 500 CV d'ingénieurs dans la tech. Et je me pose la question, mais où vont aller ces ingénieurs-là? Et lorsque j'échange souvent lors des entretiens, il me dit que bon, entre-temps, il gère peut-être un débit de boisson, ou il fait ceci ou cela. Donc on peut donc se poser la question, mais si c'est qu'on sent qu'on a besoin peut-être de la tech en Afrique, pourquoi est-ce que ces gens sont donc autant effectivement au chômage? Donc je pense qu'il y a vraiment un travail. Je pense que dans ce podcast, on pourra vraiment essayer de rentrer un peu plus en tête pour savoir qu'est-ce qui ne va pas en fait dans ce sens-là et potentiellement aussi l'impact lié à l'IA. Mais restons déjà au niveau de la formation, comme tu as dit. Est-ce que tu penses que la formation qu'on donne, qui sont justement des formations qui sont très techniques, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont très techniques. Tout à fait. Est-ce que ces formations-là sont adaptées au marché? Dans l'épisode précédent qu'on a fait ensemble, on parlait justement du fait que le marché africain, quand je parle du marché, c'est vraiment le marché des entreprises, tout à fait. N'avait pas cette problématique-là d'optimisation, qui est souvent justement le problème principal que vient résoudre la technologie. Oui. Est-ce que alors, les formations pour moi sont bonnes. On peut les parfaire. Mais le problème, c'est que la formation seule ne suffit pas. Et il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour embaucher. C'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est les entreprises. Ce n'est pas la formation. Parce que derrière, nous-mêmes, on sait qu'on a appris des choses en école. Et on est arrivé sur le terrain, on nous a dit, bon, première chose que vous allez apprendre, oubliez ce que vous avez appris à l'école. Parce que très souvent, l'entreprise va essayer de vous expliquer, par rapport à ce que vous avez appris, ce qu'elle va garder et ce qu'elle va rajouter. Donc,
Moi, quand je suis arrivé en entreprise, il y a beaucoup de choses que j'ai vues que je n'avais pas vues à l'école. Donc le problème en lui-même n'est pas forcément les études, mais c'est comment les aligner avec le besoin du marché. Oui, justement, je vais essayer de reformuler. Oui. Parce qu'on a un certain nombre, on va dire, d'ingénieurs techniques conformes. Oui, oui. Or, on sait qu'on a un marché qui n'est pas assez mature pour absorber ces ingénieurs-là. Exactement. Est-ce qu'on ne devrait pas en former moins? Est-ce qu'il n'y a pas justement une problématique sur les types de formations qu'on donne? Tout à fait, oui. On demande aux gens de se lancer dans l'informatique. Oui, oui. Pourtant, on sait très bien que le marché ne va pas absorber ces différents. Et pour moi, c'est un gros échec effectivement du domaine de la formation parce qu'on ne peut pas former autant d'informaticiens sans pour autant avoir des débouchés. Donc je te rejoins, c'est une erreur de former autant d'ingénieurs informaticiens parce que derrière, en fait, il n'y aura pas de possibilité. Maintenant, on va dire que l'État va encourager l'auto-emploi. Donc les gens vont ouvrir des kiosques où ils réparent les téléphones, où ils font du secrétariat. On va dire qu'on fait de l'entrepreneuriat. Bon, c'est de la débrouillardise effectivement. Mais sauf qu'un pays ne se développe pas avec ces entreprises, ou en tout cas ces micro-entreprises qui font souvent dans l'informel. On ne peut pas y arriver comme ça. Il faudrait que ce soit des structures stables avec des salariés. Tout le monde ne peut pas aller commencer à faire son petit business de son côté. Donc, effectivement, on ne peut pas absorber ce nombre d'ingénieurs-là. Et il faudrait derrière que l'on puisse avoir suffisamment d'entreprises sérieuses pour les embaucher. Ceux qui embauchent les informaticiens, c'est qui? Comme d'habitude, les grands groupes, donc les télécoms, les banques, les assurances, les BTP, comme d'habitude, parce qu'eux, ils ont besoin d'être aux standards internationaux. Justement, mais il y a certains pays qui ont un autre modèle d'affaires. Je parle par exemple des Malgaches, même les Indiens aussi, où justement, ils ont beaucoup d'ingénieurs, mais qui ne répondent pas forcément aux problématiques locales. Tout à fait. Ils vont répondre aux problématiques occidentales. Et ce n'est même pas seulement les Malgaches, les Indiens. Oui, je parle des Indiens. Ah oui, voilà. La force, effectivement, des Indiens, c'est qu'ils ont réussi à exporter leurs compétences. Et ça, pour moi, c'est aussi un combat qu'on doit mener. Quand moi, j'ai un ami qui est en Occident, il me dit comment il est très très fort dans sa structure. Il dit que bon, qu'est-ce que tu as déjà eu à mettre en œuvre pour que des gars puissent bosser à ta place depuis le pays? Moi, c'est ce que je dis aux gens. Si vous êtes tellement fort, parce que nous, en diaspora, on aime dire qu'on est fort. Et oui, on est fort pris de façon individuelle. Mais la force doit se matérialiser en marché qu'on nous donne dans les entreprises où nous sommes. Ça veut dire que si derrière, je bosse dans une boîte et je dis que je suis fort, et je ne suis pas capable de prendre un marché là-bas, ça veut dire qu'en fait, je suis pas aussi fort que ce que je pense. Donc, pour moi, il faudrait que les personnes de la diaspora gagnent des marchés là-bas en Occident et ensuite viennent former des équipes ici. Parce que c'est très difficile pour les gens qui soient ici de gagner directement des marchés là-bas. J'ai envie de dire que c'est quasiment impossible parce que ça ne demande pas que des compétences techniques, ça demande une compréhension du marché, comment interagir avec les clients, etc. Et comme d'habitude, les anglo-saxons sont très avancés parce que lorsque je suis allé aux AWS Community Days à Douala, j'ai pu rencontrer les gens de Boya. Et comme ils sont évidemment aux États-Unis, au UK, en fait, eux, ils ont déjà des systèmes mis en place qui permettent effectivement que les gens puissent être embauchés. J'ai vu beaucoup de gens qui bossaient pour des boîtes américaines depuis le Cameroun. Donc, pour moi, c'est aussi un moyen de pouvoir absorber cette charge-là. Mais j'ai envie de dire que c'est l'un des meilleurs moyens de se diversifier parce qu'une fois que tu as une problématique, tu as des clients à l'extérieur, tu gagnes vraiment de l'argent et puis tu n'es plus sujet à l'instabilité économique qui peut être dans ton pays, quoi. Mais on s'est aussi lancé dessus trop tard par rapport aux autres. Parce qu'il faut maintenant savoir que même si derrière, on veut maintenant mettre en place des structures qui vont bien, les marchés sont déjà pris. Typiquement, moi, je travaille pour une des boîtes du CAC 40 qui fait dans le transport maritime. Et l'IT est essentiellement géré par les Indiens. Pourtant, c'est une boîte française, même si c'est une multinationale. Donc, pour dire que les marchés sont très souvent déjà pris et bien structurés. Donc, vous, quand vous allez arriver dessus, ça va être compliqué. C'est pour ça que je n'ai pas évoqué ça, parce que quand les gens vont vouloir investir dans ça, en fait, ce sera très difficile d'obtenir les marchés. Je vois quand même quelques petites structures se créer par-ci, par-là. Oui, parce qu'après aussi, la technologie aussi là, c'est sûr que la technologie, pour moi, c'est pas que l'IT. Tout à fait. Il y a aussi d'autres métiers, comme on va dire l'optimisation SEO, marketing digital, sur lesquels les gens peuvent justement capitaliser, se former vraiment et se mettre au niveau des standards internationaux. Tout à fait. Et aller compétir avec l'extérieur. Exactement. Et c'est vrai que ça reste toujours des métiers qui, pour moi, sont très individualistes. Parce que tu dis que moi, j'ai mon marché quelque part. Et pour moi, ça ne permet pas forcément de pouvoir absorber en fait la masse de personnes que l'on a en fait au chômage. Parce que là, c'est un peu du one-to-one. C'est-à-dire que je me forme au community management, je me forme au SEO et derrière, j'essaie de vendre ma compétence à l'étranger. C'est une très bonne chose, mais pour ça, il faudrait que la personne soit suffisamment mature pour aller trouver ses marchés sur les plateformes de freelancing. Mais il faut aussi savoir qu'avec la conjoncture à peu près mondiale qu'il y a, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut sortir du lot, ça devient difficile. Donc, effectivement, les métiers de la tech, on pourrait penser qu'il faut toujours miser sur l'IT. En fait, j'ai bien peur de dire aux gens que si vous envoyez votre personne former dans l'IT et que la personne n'est pas parmi les meilleurs et ne fait pas de très bons stages,
ça va être très difficile de trouver un emploi après. Parce que c'est bien beau d'aller ouvrir son petit business, mais vous avez quelles compétences? Et c'est pour ça que je causais avec une école de la place à qui je disais que, parce qu'ils voulaient que je vienne effectivement être enseignant. Je leur ai dit que la problématique ici, ce n'est pas que je vienne leur enseigner ce que j'aurais appris en Occident ou ce que je fais. Non. Tu ne vas pas réinventer là. Voilà. Vous avez des enseignants qui le font même mieux que moi. Les gens veulent un emploi. Et c'est pour ça qu'il faut que je reste dans le monde de l'entreprise. Parce qu'il faut qu'on puisse absorber ces jeunes qui vont sortir. Ce n'est pas les 30 heures de formation que je leur donne là qui va changer leur vie. Pas du tout. Donc ça veut dire que nous, on a tout misé sur l'enseignement. C'est-à-dire que nos gens les plus brillants, ils sont rentrés, on les a envoyés dans les écoles. Allez former. Mais non. Moi, je suis arrivé en Occident, j'ai vu en fait que l'école était faite en parallèle avec l'entreprise. Ouais, il y a les même alternances. des d'alternance. Voilà, les contrats pro, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ma dernière année. C'était totalement en entreprise. Moi, j'avais 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. C'est des mécanismes comme ça. Et oui. Et ça se ressent parce que quand tu prends quelqu'un qui sort de l'école, oui. Parce que moi, j'ai remarqué qu'au Cameroun, en termes d'ingénieur, il y a 2 profils. Oui. Et moi, j'ai une préférence pour le second profil avec qui je travaille beaucoup. Tout à les fait. gens qui, je les appelle ingénieurs, en fait, ils ne sont même pas ingénieurs. Oui. Parce que moi, je le rappelle, je ne suis pas dans l'IT pur. Tout à fait. Je suis dans tout ce qui est marketing digital, optimisation SEO, création de sites, aujourd'hui avec l'IA. Oui. C'est ça. Et j'ai remarqué qu'il y a 2 profils. Il y a le premier profil des gens qui sont allés à l'école. Oui. Ils ont fait Polytechnique, ils ont fait Institut Saint-Jean, ils ont fait des écoles d'informatique. Oui. Ils sont restés vraiment très scolaires. Ils sont sortis de là et ils ne sont même pas au courant des technologies qui existent. Ils connaissent les méthodes, ils connaissent la théorie. Mais si tu lui parles, tu sais que la technologie, ça avance très vite. Tu lui parles de... Il y a même certains qui vont te dire que, mais attends, ils n'ont pas utilisé ChatGPT. Tout à fait. Mais attends un peu. Le mec connaît peut-être, a fait du développement d'intelligence artificielle, il connaît tout ce qui est LLM, les RNN, tout ce qui est support vecteur machine, bref, tous les modèles d'IA qui existent. Oui. Mais en fait, il n'est jamais allé vraiment sur le terrain tester. Oui. Maintenant, à côté de ça, tu as un second profil de personnes, souvent qui ne sont pas dans les meilleures écoles. Il n'a même pas encore eu son diplôme d'ingénieur. Mais le mec, niveau technologique, là, le gars est allé fouiller. Autodidacte. Il s'est formé sur le terrain et le gars te sort des trucs qui sont vraiment incroyables. Effectivement, oui. Et c'est ça la vraie différence, en fait. Ah oui, tu pouvais travailler avec le deuxième groupe. Oui, le deuxième groupe. Parce que j'ai l'impression que le premier groupe, tu vas les prendre, il faut les reformer. Tout à fait, je vois. Et c'est justement ce premier groupe-là, je me dis que il représente vraiment la faille du système éducatif. Oui, ça, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, quand je recrute, parce que je crois actuellement on est une quinzaine, je ne prends pas les profils juniors. Et je dis toujours que quand tu lances une entreprise, tu ne peux pas commencer avec les juniors. C'est pas possible. Ça, c'est une vraie leçon. Ça te prend tellement de temps, de travail, et c'est un temps que tu n'as pas. Ça, c'est une vraie leçon. Je te dis, moi, j'ai commencé uniquement avec des gens qui ont minimum 5 ans d'expérience. Et c'est pour ça que je te disais lors du précédent épisode de podcast que moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Tu prends des gars, tu te dis, tu les payes 300, 400 000. Tu es tranquille, les gars sont bien, ils sont peinards. Mais je te dis, je n'ai pas de problème. Et tu sais que ça découle de 2 visions quand tu te lances. Moi, la première que j'avais adoptée à l'époque, c'est la même entreprise, mais j'ai dû recommencer de zéro. Tout à fait, oui. C'est que je prenais, à l'époque, je faisais beaucoup de montage vidéo. Oui. Et moi, j'étais dans l'optique, comme j'étais quelqu'un de très technique, qui avait fait ça au début, moi, j'étais dans l'optique que j'allais prendre des monteurs, j'allais former. Et je me suis retrouvé avec plein de gars comme ça, nouveaux, que j'ai commencé à former. J'avais tous les problèmes du monde. Après, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai banni tout ça. J'ai même d'abord fermé. Moi, j'avais fermé. Maintenant, j'ai recommencé. J'ai dit que non, je vais aller chercher des gens qui, eux, ils vont m'apprendre quelque chose. J'ai besoin que dans leur domaine, ils soient meilleurs que moi. Je suis d'accord avec toi. Ce qui fait que moi, depuis que moi j'ai ces gars-là, j'ai enfin retrouvé mes soirées. Ça faisait longtemps que je ne dormais pas la nuit. C'est-à-dire que je travaillais tout le temps. Mais je découvre la vie. Vraiment, je sors, je vais en week-end, je me balade. Parce que derrière, j'ai des gars qui sont bons et qui ont repris le relais. Donc, moi, je dis c'est du temps qu'on achète en payant les gens qui ont la compétence. Maintenant, on est d'accord qu'il faut bien commencer quelque part. Et c'est pour ça que je dis en fait que les profils juniors, il faut trouver un moyen de les accompagner. Moi, je sais que j'en prendrai. Mais quand je serai suffisamment solide et que les gens que j'aurai en dessous de moi auront suffisamment le temps pour encadrer. Parce qu'actuellement, je dois encore les tenir un peu par-ci, par-là, et je ne peux pas avoir le temps de redescendre au niveau des juniors. Donc, je sais que lorsqu'on atteindra un nombre critique, je pourrais maintenant prendre même des alternants qui vont venir, mais sauf que ce n'est pas moi qui vais les gérer, ce sont les ingénieurs qui seront là. Tu vois, donc, pour moi, il faudrait que l'on puisse prendre ces jeunes-là. Mais on ne peut pas les prendre alors que les entreprises ne sont pas stables. On a des entreprises qui sont trop fragiles, beaucoup trop fragiles. Déjà, tu vois que dans la plupart des entreprises, quand peut-être quelqu'un tombe malade, on n'arrive plus à produire. C'est terminé. C'est ça nos entreprises. Exactement. Donc, au fur et à mesure qu'on aura des entreprises solides, moi j'ai mis beaucoup de temps à avoir des doublons. Ça m'a pris beaucoup de temps.
avant que je puisse être sûr que non, si quelqu'un part ou que si j'ai même 2 personnes absentes, ça ne sera pas toi qui sera en train de... Voilà, c'est ça. Mais ça m'a pris 2 ans pour que... Parce que on a la 3e année avec mes gars, mais 2 ans, j'étais encore là, il fallait que je regarde et tout, mais après, désormais, dès que quelqu'un prend les congés, on n'a même plus besoin de savoir qui va prendre les congés. Et je sais que si on avance comme ça, taille critique, 20-25, je sais que maintenant, je peux intégrer peut-être 3-4 juniors. Ils viennent, ils apprennent et on les fait également monter. Mais on ne peut pas se permettre, sincèrement, de commencer une entreprise avec des profils juniors. Mais parlant même des profils seniors, peut-être ça dépend finalement du secteur d'activité précis dans lequel tu es. Parce que moi, des fois, j'ai du mal à trouver des profils seniors qui comprennent les besoins de mon marché. Comme je suis dans le marketing digital, tout à fait. C'est quelque chose qui est très différent en Occident et au Cameroun. Oui, je vois. C'est complètement différent. Au Cameroun, les gars sont encore dans, peut-être, je sais pas, faire des vidéos. Je veux dire, ce qu'on appelle optimisation SEO, le niveau d'exigence, c'est juste incroyable. Donc, j'ai envie de dire que je ne trouve quasiment pas de personnes que je peux appeler seniors dans le domaine. Tout à fait. Donc, nous, les entrepreneurs, ceux qui ont fondé l'entreprise, on se retrouve toujours en train de donner le 50% de tout plus. À fait, Non, et je te rejoins. Moi, j'ai fait pareil, mais sauf que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis formateur et j'ai enregistré tout ce que j'ai fait. Ce qui fait que quand j'ai un gars qui vient, il a 2 mois pour être opérationnel et je sais qu'il sera excellent. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais déjà onboardé mes gars en France, du coup, je connaissais déjà le process. Ce qui fait que onboarder ceux du pays, parce que quand je dis que moi, j'ai eu des gars qui étaient déjà bons, en fait, c'était des gars qui étaient IT, ils ont travaillé dans l'IT pendant 3, 4 ans, 5 ans, mais sauf qu'ils n'avaient pas exactement la compétence que je voulais. Mais comme ils avaient déjà une bonne base, je leur ai donné effectivement ce qui manquait. Or, c'était facilement parce que tout était enregistré. Je lui dis, gars, la semaine-ci, mets-toi sur les enregistrements, si tu me bombardes ça, et la semaine prochaine, je vous donne ce qu'il faut en plus. Donc, moi, j'avais vraiment un système d'onboarding. Et comme je suis formateur, je suis très patient. Donc, j'ai déjà la réponse à la plupart des questions, et du coup, je vais très, très vite dans l'onboarding. Donc, je pense que ça va quand même aussi faire la différence, parce que j'avais déjà préparé les process de presque tout. Vraiment, tout est, j'ai un drive où tout est processé. Ça dit aux salariés, quand il arrive, ça lui dit déjà comment il doit réfléchir, comment il doit penser. On n'innove pas. Nous, on n'est pas encore à l'étape d'innovation. Il aurait dit que ne venez pas innover chez moi. J'ai déjà tout processé. Faites seulement comme je vous dis. On arrivera à l'étape d'innovation. Quand vous allez dépasser ce que moi j'ai fait, vous pourrez innover. Mais pour le moment, maîtrisez ce que je vous ai dit. Donc c'est pour ça peut-être que j'ai le moins de problèmes parce que j'ai déjà tout balisé. Même les montages, c'est-à-dire que tout est déjà, j'ai déjà des exemples, j'ai des templates. Comme je travaille avec aussi des personnes en France qui avaient déjà fait les templates de certaines choses, même pour le montage. Du coup, celui que j'ai pris au pays, il s'est inspiré des templates. Il a eu les mêmes licences qu'elle avait déjà là-bas. Parce que c'était une dame que je salue ici, Paulette. C'est elle qui me faisait mes montages. Elle avait déjà fait les templates de presque tout. Donc il s'est inspiré de ça. Je pense que c'est justement dans cette logique-là que je suis en train de mettre en place tous les process pour que les gens puissent rouler dessus. Mais tu vois qu'on reste quand même dans une même approche. Là où tu es dans un domaine où c'est toi qui es le mastermind. Tout à fait. Je veux dire, en termes de niveau de qualité, c'est vraiment toi qui chapeaute. Et tu as mis en place des process pour que les autres te suivent. Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est problématique. Oui, parce que finalement, tu es obligé. Je veux dire, si tu dois changer de secteur d'activité, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis d'accord. Bon, quand je vais changer de secteur d'activité, moi, je me dis, il y a toujours des gens qui ont la compétence qu'on veut, mais souvent, il faut les moyens pour les payer. Donc, moi, je sais qu'il y a des gens qui font ce que je fais et qui sont très bons et qui sont même au Cameroun. J'ai un ami, là, Lévi Sadoua, qui travaille pour les entreprises étrangères. Il est bien meilleur que moi. Il n'a jamais voyagé. Il a fait Polytechnique Yaoundé. Mais je sais que pour l'avoir, il faut que je me coupe un rein. C'est-à-dire que je sais que je peux, c'est-à-dire que techniquement, je peux l'avoir. Mais il est très bon. Ça veut dire que tant que moi, je n'ai pas atteint un certain niveau avec ma structure, je ne peux pas effectivement aller le voir. Mais sauf que ceux qui sont déjà là me permettent de me libérer suffisamment de temps pour aller chercher d'autres marchés. Mais sauf que je le dis encore à la diaspora, quand vous venez entreprendre, ne pensez pas que quelqu'un va faire le job pour vous. Il n'y a pas d'histoire qu'on va déléguer ou machin, quoi que ce soit, non. Vous-même, vous devez montrer l'exemple. C'est-à-dire que les gens chez nous, ils avancent par l'exemple. Vous-même, vous allez souffrir sur le terrain avec eux, mettre la main. Ça ne marche pas. Et pas que justement, moi, j'ai cette problématique-là. Un exemple typique, j'ai mon ingénieur que j'ai justement recruté. Franchement, c'est un petit qui est très brillant, très jeune. Il n'a même pas encore la majorité. Donc, le gars, il est très fort. Et je sais que souvent, les jeunes qui sont très forts, ils ne te le disent pas, mais il te regarde un peu de haut. En tout cas, techniquement, par là, il te regarde un peu, il dit que non, moi, je suis le plus fort et tout. Et puis, je l'ai laissé faire comment on fait des optimisations, automatisations sur N8N avec tout ce qui est IA. J'ai un client, justement, on devait faire un chatbot automate et tout. Et moi, je l'ai laissé faire le chatbot de A à Z. Il a fait le chatbot. Donc, il y a toute la problématique qui est automatisation. Maintenant, il y a la problématique qui est le promptage. Tu dois justement prompter ton bot pour qu'il puisse répondre parfaitement. Il a tout fait, Ça marchait plus ou moins bien. Vous avez validé. J'ai laissé ça rouler 2 semaines. Et 2 semaines plus tard, je suis revenu. Un week-end, je me suis assis comme 1 heure. J'ai reprompté le tout. J'ai mis dans un truc test.
et je lui ai écrit un message pour dire oh, j'ai trouvé que ton prompt était un peu comme tout bizarre. J'ai essayé de reprompter. Oui. Va tester. Si tu trouves qu'il est meilleur que pour toi, tu le remplaces, tu le mets en production. Et le mec, il est venu me voir 3 jours plus tard. Il me dit mais ton prompt, il est solide. Hein? Effectivement. Et ça, justement, c'est le leadership par la compétence. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, oui. Il faut il n'est pas envie de dire qu'il n'y a que ça qui marche, mais tout à fait. Ça occupe beaucoup d'espace. En fait. Il faut que tu montres le leadership, c'est très important. Et je te rejoins. Et tu vois que nous, on vend nos services à l'étranger. Et tu vois que nous, effectivement, on fait dans les domaines qui sont liés au digital. Et on vend nos services. Ça doit servir également de leçon à ceux, en fait, qui veulent venir monter des plateformes en Afrique. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous voulez jeter de l'argent, donnez-moi, je sais quoi faire avec. Hein, je mets dans mon chantier, je fais des choses. Voilà. Parce que les gens vont venir. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils savent que je fais informatique. Ils viennent me voir et me disent que, gars, j'ai envie de monter une plateforme où les gens vont pouvoir acheter telle chose en ligne. Je lui dis que bon. Est-ce que Facebook est perdu? Je lui ai dit que moi, ça fait 2 ans que je suis au Cameroun. Je n'ai jamais utilisé une application autre que WhatsApp. Je lui ai dit que voilà comment je fais mes achats. Je mets sur mon statut. J'ai besoin de ceci. En moins de 5 secondes, il y a au moins 10 personnes qui m'envoient les photos du produit que je veux. Donc, avoir des plateformes nécessite soit d'aller dans le navigateur et taper l'URL et faire cette navigation-là, ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire, ou alors télécharger une appli spécifique, les gens ne vont pas télécharger. Donc, ça veut dire que le meilleur site de e-commerce en Afrique, c'est WhatsApp. C'est WhatsApp. Je leur ai dit que ne dérangez pas les gens avec vos applications et vos sites que vous mettez en place tout le temps. Ça fatigue tout le monde. Ça vous fatigue vous et ça vous fait dépenser. Donc les plateformes, vraiment, sincèrement, les amis, arrêtez. Ne faites plus les plateformes. Si même tu veux te lancer en e-commerce, j'ai remarqué, il y a un modèle qui est vieux au Ghana. Parce que moi, c'est le modèle auquel j'ai débuté en 2020, quand j'ai commencé à faire les cours en ligne en montage vidéo. Et je vois ça aujourd'hui, ça arrive en force au Cameroun. Quand tu es sur Facebook, tu te fais taguer par des pubs incroyables. Ah oui, c'est vrai, oui. Incroyable. Et les gens font du e-commerce avec, ils font de la publicité. Même sur TikTok, effectivement. Même sur TikTok, tu te fais renvoyer sur leur WhatsApp. Oui. Et aujourd'hui, j'ai vu des petits qui ont développé, ils ont un service à la clientèle. Dès que tu arrives sur leur WhatsApp, 5 minutes après, il y a quelqu'un qui t'appelle. Voilà. Tu as regardé et tout, j'ai le produit. Et ça marche. On n'a pas Ils ont fait localement. Le problème, c'est qu'on a pris des solutions occidentales, et c'est ce que je disais, on ne les a pas tropicalisées. En Occident, il n'y avait pas... C'est un peu comme les mobile money. Eux, ils sont nés dans les virements. Les virements bancaires sont naturels en Occident. Nous, on n'est pas bancarisés. Donc forcément, il fallait trouver une alternative et ça a été les mobile money. Ça veut dire que si quelqu'un venait faire la publicité des comptes bancaires ici, il était mort. Ou des cartes bancaires. Justement, les cartes bancaires, dans la plupart des banques et microfinances, c'est des produits qui ont échoué. Effectivement. Et ils ne savent même qu'à faire des retraits. C'est-à-dire que les gens ne payent même pas, même aux endroits où on dit qu'on prend la carte bancaire, ils préfèrent aller retirer au distributeur et venir payer. Les gens, finalement, n'ont besoin que de ça quand ils sortent hors du pays. Pour ceux qui sortent même. Oui, sinon dans le pays. Et donc, c'est une situation où, en fait, les Occidentaux ont adopté plein de façons de faire. Moi, quand je suis en Occident, je veux faire un truc spécialisé, je cherche une application. Je veux commander un taxi, Blablacar. Uber. Je veux regarder un truc et tout, je vais sur le bon coin, etc. Donc j'aurai une application pour chaque chose, ce qui fait que j'aurai beaucoup d'applications. Au Cameroun, ils installent 3 choses. WhatsApp, Facebook, TikTok. Si c'est que tu n'es pas dessus, ça ne sert à rien. J'ai un ami qui vend les produits, là, les ordinateurs, il importe ça. Et il m'a dit qu'il voulait mettre en place un site e-commerce pour vendre ces trucs et tout. Je lui ai dit que tu vois que j'aurais pu prendre ton argent, mais je te dis vraiment, de grâce, continue à travailler sur WhatsApp et booste tes publications sur les différents réseaux sociaux. Oui, et puis aujourd'hui même, il n'y a même plus d'intérêt à faire des sites web parce qu'avec WhatsApp, justement, tu peux faire des automatisations avec N8N, tu peux faire des bots qui vont même répondre à ta place. Et je ne sais pas pourquoi les gens ont le mythe de je veux faire un site web. Parce qu'il y aurait plus de ventes. Parce que c'est ça qu'on dit aux gens, c'est qu'en faisant un site, vous aurez beaucoup plus de ventes. Et il me dit, sur WhatsApp, je suis limité en termes de nombre de produits que je veux mettre. Je dis que, mais vous êtes toujours dans l'agressivité. Vous voyez les boutiques Apple. Quand tu entres dans Apple, ils ont beaucoup plus de produits que ce qu'ils mettent là. Mais ils vont te mettre sur une table comme ça, 2 téléphones, un téléphone ici, un téléphone là-bas. Il dit que vous n'avez pas besoin d'agresser les gens avec toutes vos photos. Si c'est que le blanc a dit qu'on met 5 photos dans le catalogue, c'est qu'il sait qu'au-delà de 6, les gens ne vont pas regarder. Mais le gars veut qu'il y ait les 18, 100... Le gars me dit que regarde mon catalogue et dira, je dis, mais toi, les gens ont le temps. Il dit que non, je veux que les gens voient tout. Donc, ce qui fait qu'on a une approche du commerce qui fait en sorte que c'est très compliqué. Et donc, de développer les solutions qui vont bien. Typiquement, j'ai discuté avec un ami qui travaille avec Salesforce. Et je l'ai renvoyé vers 7 autres amis là qui vendaient des choses parce qu'il m'a dit qu'il a des commerciaux. Et les commerciaux, en fait, font des groupes WhatsApp. Et derrière, ils voudraient pouvoir suivre en fait tout ça et les ventes qui sont faites et tout le reste. Voilà typiquement une problématique à laquelle un gars de l'IT doit pouvoir répondre. Mais sauf qu'à l'école, on va plutôt nous former à développer des logiciels, à venir encore développer une plateforme, à venir encore créer des surcouches.
Alors qu'il y a simplement des choses à interconnecter, à bidouiller par-ci par-là. Et comme tu as dit, avec du no-code, avec du low-code, avec de l'IA, on connecte ça et c'est bon. Et tu vois que derrière, je l'ai mis en contact avec quelqu'un qui va l'aider en fait dessus. Tu vois. Et là, il aura une solution pratique. Ça veut dire qu'il a toutes les conversations WhatsApp de ses commerciaux et il sait qu'il peut éventuellement relancer un client et ça est centralisé éventuellement sur un Salesforce. Moi, je dis les logiciels et les plateformes sont faits pour ceux qui opèrent, pas pour le client final. Ça, c'est ma politique. En Afrique, Qu'est-ce que j'entends? Voilà, en Afrique. Parce que quand vous allez à la banque, celle qui effectivement est au guichet a besoin d'un logiciel pour suivre ce qui se passe. Donc forcément, il faut un logiciel. Celle qui est à la caisse a besoin du logiciel pour faire la vente. Donc c'est aussi une opératrice. Mais ne demandez pas au client. Moi je dis encore que ma mère, pour aller faire un retrait, elle se déplace pas à sa banque. Elle veut faire une opération et pas à sa banque. Elle veut son relevé bancaire et pas à sa banque. Alors qu'elle aurait pu installer l'application de sa banque sur son téléphone. Du coup, les gens vont venir toujours avec des applications. Ils vont être surpris qu'il n'y a pas de téléchargement ou alors ce n'est que leurs amis qui ont téléchargé. C'est une grosse erreur d'investir dans le développement d'applications pour le grand public. Si vous voulez faire une solution logicielle, faites-la pour des professionnels, c'est-à-dire que des entreprises d'un métier particulier. Qui ont réellement le besoin. La banque. Et c'est ça, la technologie ne suit que les comportements des... Il faut que derrière, il y ait des gens... Parce que si les gens veulent toujours aller au guichet, parce qu'ils veulent voir de l'humain, parce qu'il y a aussi ça. Nous, on n'est pas encore à l'époque où on fait confiance à la machine. Je ne suis même pas sûr que ça va arriver. Voilà, je ne suis pas sûr. Parce que non, là, les gens aussi s'ennuient, il faut donner du travail aux gens. Et c'est ce que je te disais lors du précédent podcast, c'est que on a besoin d'embaucher des gens. Donc le fait que tu dises que l'appli va enlever la dame qui était au guichet, le gars voit que non, il voit qu'il a 10 guichets, ça fait 10 salariés qui partent en mois. L'IA dans la technologie aujourd'hui, je pense que ça date de quoi? Fin 2023 qu'on a commencé à avoir grand public, grand public, bien sûr. Fin 2023 avec les LLM, ChatGPT qui est arrivé, d'abord version 2, version 3, version 4, version 5. Ça impacte beaucoup la façon dont les gens utilisent l'IA, que ce soit le grand public, mais aussi en entreprise. Exactement. Est-ce que toi, en Afrique aujourd'hui, tu vois un potentiel par rapport à ça? Alors, c'est qu'il y a un potentiel. Mais je pense qu'il faut déjà identifier un peu les dangers. Parce qu'on a adopté la technologie sans la préparer. Les autres ont conçu leur système par rapport à leur niveau de maturité. C'est pour ça qu'ils ont adopté notamment les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, les banques, les virements et tout le reste. Nous, on a importé comme d'habitude. Et on risque de faire la même erreur avec l'IA. Ça veut dire que derrière, en fait, nous, on n'a pas été préparés aux smartphones. Mais on les a eus. Ce qui fait que dès qu'il y a un accident, par exemple, chez nous, on se met à filmer. On ne sait pas qu'il y a des règles qui font en sorte qu'on ne peut pas montrer un accident, la nudité de quelqu'un ou des choses comme ça. Or, généralement, ça va venir de chez nous. Donc, on n'a pas été éduqués à ça. Et la première conséquence va être l'école. Parce que typiquement, déjà nos écoles ne sont pas équipées au niveau technologique et les élèves désormais sont plus avancés que leurs propres enseignants. Ouais. Ça veut dire que lors des examens, ça va être un carnage. En Occident, ils peuvent voir comment pallier un certain nombre de difficultés. Eux, ils travaillent déjà dessus et ils voient comment faire correspondre les examens avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les gens puissent désormais utiliser même l'IA lors des examens. Exactement. Donc pour moi, l'éducation va encore prendre un coup. Parce que désormais, un gars va filmer une équation, on donne un devoir à faire à la maison, il rentre, il scanne, et ça fait en fait la courbe pour lui. Ça, je trouve qu'on n'est pas préparé pour ça. Mais il y a un potentiel, c'est sûr. Ce potentiel-là peut permettre de limiter un certain déséquilibre qu'il y a en termes de répartition de connaissances. Qu'est-ce que j'entends par là? Les personnes qui ont le plus de difficultés, par exemple académiques, pourront avoir un tuteur sur mesure. Ce tuteur pourra être l'IA. Est-ce que c'est enregistré? Nos micros? Oui, ça enregistre. Voilà. C'est ça que tu posais comme question. Donc du coup, ils pourront désormais avoir des tuteurs pour les aider. Donc là, je pense que c'est vraiment un gain dans ce sens. Il y a un fort potentiel dans le tutorat. Ça veut dire que derrière les enseignants qui avaient peut-être des classes de 200 personnes, 100 personnes, les gens pourraient avoir effectivement ces tuteurs virtuels. Donc il y a beaucoup de... Je vois déjà dans l'éducation directement une implication. Justement, si on regarde dans l'éducation, comment tu penses qu'une école normale peut juste... Quelles sont les actions qu'une école normale peut mettre en place aujourd'hui pour intégrer ça rapidement dans sa façon de faire? Déjà qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'ont même pas de salle d'informatique. Exactement. Donc ça, c'est le premier problème. Maintenant, pour moi, les gens ont des smartphones. Et c'est le système de pénétration de l'IT dans nos pays. Ce n'est pas l'ordinateur. Les autres, effectivement, sont avec l'ordinateur. C'est pour ça que je dis toujours que nous, on subit. Ouais. L'Afrique passe son temps à subir. La Chine, ils fabriquent les leurs et ils regardent ce que vous avez fait. Ouais. L'Europe prend, mais il régule tout. Nous, on n'a pas de filtre. On prend tout et on distribue. Du coup, ce que les écoles doivent faire, je pense, c'est avoir des programmes où ils vont impliquer les parents. Ça veut dire que les parents d'élèves doivent assister en fait à des sessions de sensibilisation pour que les smartphones soient utilisés pour aider en fait les enfants. Ça veut dire qu'à la maison, la personne prend son smartphone, il a son tuteur avec qui il discute et c'est supervisé par le parent. Plus on va adopter la technologie, plus on aura encore besoin d'humains en réalité. Mais d'humains peut-être moins hyper qualifiés qu'avant.
Ça veut dire que mon père peut ne pas avoir peut-être fait de grandes études, mais derrière, il peut voir que là, il y a une dérive. Attention, là, il y a une dérive et suivre en fait mon évolution. Mais l'IA aura l'expertise que mon père n'a pas. Donc ça veut dire que ce tutorat-là peut déjà m'aider à pallier à certaines difficultés et aller même au-delà. Et le parent peut s'assurer que je ne triche pas, par exemple, ou alors je ne prends pas directement les réponses, ou je reste dans un canevas bien précis, parce que derrière, il veut mon bien. Je pense que ça peut déjà commencer comme ça, parce que dit qu'on va équiper les gens, il faut aussi que l'on forme, bien sûr, nos apprenants. Je sais que les apprenants, non, les enseignants, ils ont beaucoup de sessions quand même qui sont déjà organisées. J'ai une amie qui est enseignante d'informatique, et ils ont déjà des séminaires où on leur parle de l'IA. Au privé? Non, pas dans le privé, non, l'État, organisé par l'État. l'État. Ok. J'ai vu à Béton notamment des syndicats d'enseignants qui parlent un peu de l'IA. Parce que je crois que maintenant, dans les écoles, les gens ont déjà des smartphones. Et Bien donc, du sûr. coup, on peut donner un exercice et on filme et tout. Moi, j'ai ma nièce à la maison et puis récemment, elle est en train d'utiliser ChatGPT. Voilà, c'est ça. Je pense que j'étais comme. Ce n'est plus une Et nouveauté. c'est pas moi qui lui ai montré. Hein, Effectivement, c'est plus une nouveauté. Mais ça va la technologie va toujours plus vite que les méthodologies que nous avons actuellement. Donc derrière, on est obligé d'essayer de prendre le train en marche. Mais sauf que nos États, malheureusement, ne sont pas suffisamment éduqués à réagir à la technologie. C'est ça le problème. Nous, on est encore dans le répressif, alors que les gens sont dans la liberté, un peu contrôlés, un peu structurés. Donc, on a tellement de retard que c'est abyssal le temps que les programmes soient mis à jour. Donc, essayons de faire avec et que les parents prennent ça à bras le corps avec les enseignants. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse empêcher cela. Ils vont l'utiliser. Non, c'est clair, c'est clair. Et aujourd'hui, ils utilisent même déjà l'IA. Le nombre de fake news, de fake vidéos. J'ai l'impression que nous, on a pris l'IA et seulement dans le mauvais sens. Ouais, c'est ça, parce que autant, oui. je vois moins d'utilisation de l'IA Oui. pour peut-être des optimisations de processus en entreprise. Tout à fait. Je n'en vois pas. Exactement. Mais je vois une excellence d'utilisation de l'IA dans tout ce qui est mauvais. La production, c'est ce qui est négatif. Ouais, je suis comme... C'est ça que je dis qu'on a pris des choses, on n'a pas été formé, on n'a pas été préparé à ça. C'est ça le problème. Quand on apporte quelque chose quelque part et que derrière les gens n'ont pas été préparés à ça, ben voilà la conséquence. Récemment, j'ai donné une formation justement en IA à Innovation Factory. C'est un incubateur de start-up. Oui. Et puis, c'était une discussion en réalité. Et puis, c'est posé la question de savoir est-ce que l'IA allait permettre, parce que ce sont les startups qui sont la plupart des startups technologiques, allait les permettre de finalement rattraper le retard ou bien du moins se positionner par rapport à d'autres concurrents européens et tout. Et moi, j'étais stupéfait de voir que la plupart étaient assez négatifs par rapport à ça en fait. Eux, ils disaient que leur vraie problématique, c'est l'État. Que tant que l'État ne régule pas, ou bien tant que l'État ne met pas en place certaines choses, on court dans le sac. C'est vrai que l'État a son rôle à jouer, mais la technologie ne va pas cesser d'avancer, c'est ça le problème. Et on est dans un monde global, ce qui fait que ceux qui ne prendront pas la mesure des évolutions se feront dépasser, ils auront beau accuser l'État. Est-ce que l'État français pleure? Il est interdit de pleurer, les Américains ont fait leur truc. Ça impacte le système éducatif du monde entier. Bien sûr. Il n'y a personne. Exactement. Donc, on ne peut pas se Et plaindre. moi, je l'ai expliqué qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont des moyens d'innover, même étant en Afrique au Cameroun, des moyens d'innover qu'aucun de leurs ancêtres, grands-parents, parents n'avaient aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, on parle souvent des espaces cloud. Tu peux prendre ton espace cloud sur Amazon rapidement. Amazon AWS ou bien tu peux aller... Tu peux travailler avec l'IA. Tu prototypes avec l'IA. Tu as quand même un périmètre d'action et d'innovation qui est non négligeable. Effectivement. Et qui peut te permettre des fois aujourd'hui même de concurrencer sur ce que certaines grosses boîtes font avec des infrastructures qui sont énormes. Effectivement, sachant qu'elles-mêmes, elles essaient de passer aussi sur l'IA. Et ce n'est pas facile parce qu'elles ont déjà des acquis qu'elles ne peuvent pas forcément détruire. Elles ont beaucoup d'investissements qui sont compliqués. Alors, les entreprises africaines peuvent tirer effectivement leur épingle du jeu, mais il faut savoir que l'adoption, souvent grand public, n'est pas la même chose que dans les entreprises. Ça veut dire que le grand public peut facilement adopter l'IA, mais pour que ça arrive des entreprises, ça passe encore par beaucoup de processus, notamment tout ce qui est RGPD, etc. Il y a beaucoup d'initiatives qui doivent naître. Typiquement, le grand groupe pour lequel je travaille en mission a monté une IA qu'elle nous demande d'utiliser en interne. Je dis bien, c'est une entreprise qui fait partie, je crois, des 5 grands en France et qui fait dans le domaine donc, du transport maritime. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Et pendant la Covid, leur PDG est passé, je crois, je ne sais pas si c'était de 100e à peut-être 10e fortune mondiale. Pour dire qu'ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup. Donc, le problème, le jeu, ce n'est pas l'argent. Notamment, leur facture Amazon, c'est de 2 millions de dollars par mois. Donc, voilà, pour dire qu'ils sont quand même... Ils ont fait une IA. Et on a commencé à utiliser, personne ne l'adopte, tout le monde la déteste. Et tout le monde va utiliser celui que nous proposent les Américains. Pour dire à quel point ces entreprises-là, c'est-à-dire que françaises, avec beaucoup de moyens, n'arrivent pas à atteindre le 10e du niveau des Américains. En fait,
il y a des combats qu'on ne peut pas mener. Je veux dire que même eux, ils échouent. Essayons juste de voir comment est-ce qu'on peut faire pour se greffer même à eux. Oui, bien pour sûr. essayer de faire Bien quelque sûr. chose. C'est pour ça que je parlais de périmètre. De toute façon, Tout à fait. ce serait se leurrer de penser qu'un Africain va développer quelque chose ici qui va concurrencer Exactement. l'Occident. Mais après, Utilisant même en utilisant oui. leurs produits qu'ils mettent à notre disposition, on peut déjà faire On peut beaucoup de déjà choses. essayer de faire, oui. Mais il ne faut pas aussi oublier que derrière, peut-être qu'il y a des tâches qu'ils nous confiaient, parce que c'était des tâches assez légères, qu'ils ne vont plus nous confier, eux, occidentaux, parce que derrière, il y a des IA qui vont faire. Et c'est le problème qu'on a actuellement avec le recrutement des profils juniors. C'est que les profils juniors ont du mal à trouver leurs premières opportunités, parce que derrière, les seniors qui en demandaient ont désormais l'IA qui ne leur casse pas la tête et qui leur fournit déjà le squelette et une première analyse du besoin. Donc les MVP sont maintenant faits par l'IA, dont les profils juniors souffrent. Donc les entreprises aujourd'hui, elles ont que des intérêts à adopter l'IA pour pouvoir être plus productives parce que les autres améliorent aussi leur façon de faire. Et derrière, celui qui ne le fait pas, tant pis pour lui. Mais derrière, quand eux, ils les auront adoptés, on aura de moins en moins d'opportunités, nous. Parce que nous, on veut vendre nos services à l'extérieur. Et souvent, les services que l'on vend ne sont pas des services à très haute valeur ajoutée, il faut le reconnaître. Ouais, et donc, très vite, on sera qui va l'avoir mettre ça? Qui va l'avoir faire ça? Qui va l'avoir faire, c'est ça. Et on a aussi un problème, c'est que, tu vois, nos brillants esprits, on aimerait bien se mettre ensemble. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont même leur propre plateforme de formation. Mais on arrive toujours à la même problématique. C'est que on n'arrive pas à travailler ensemble, nous, Africains. Moi, je dis toujours aux gens que chez mon client où je suis, on m'adore et tout très bien. Le jour où je ne suis plus là, le lendemain, il y a quelqu'un qui vient faire la même chose que moi et encore mieux. Ils ont su se mettre ensemble, faire des synergies et ne plus dépendre de certaines personnes. Or, nous, on est souvent très bons, mais on est dispersés. Ça veut dire que moi, je suis bon dans mon domaine, il y a un gars qui est bon, en fait, un développeur qui est bon, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire quelque chose de grand. Et si c'est qu'on n'arrive pas à faire ces synergies-là, on ne pourra pas vendre nos services vraiment de qualité à l'étranger. Ce ne sera pas possible. Si on reste dans notre couloir, on est trop dispersés. Or, moi, je serai le leader de mon entreprise, mais derrière, il y a un autre qui sera le leader de son entreprise. Pourquoi ces leaders ne se mettent pas ensemble pour essayer de faire un truc où quand même les Occidentaux vont dire non, ça on achète. Les anglo-saxons arrivent à le faire, pardon? Pourquoi, à ton avis? Deux raisons. Un, on a le syndrome du survivant ou le syndrome, je ne sais pas moi, du super-héros. Donc du coup, on est convaincu qu'on est le plus fort, le plus beau, etc. Et deuxième raison, c'est un problème d'argent. Ça veut dire que si moi, par exemple, je décide de me mettre avec quelqu'un, la personne va d'abord regarder combien est-ce que moi je gagne dans ça. Ou alors, si c'est qu'on ne gagne pas de l'argent au début, il va regarder ce que moi j'ai déjà. En me disant, oui, mais Diran, toi tu vois que tu as un truc à côté, etc. etc. Donc on n'a pas ce sens du sacrifice-là. Parce qu'on a déjà trop souffert. Les Blancs, ils n'ont pas de problème. Hein. C'est-à-dire qu'eux faire les startups et souffrir, c'est facile pour eux parce que bon, ils n'ont pas réellement de problème. Voilà, ils n'ont pas les mêmes charges que nous. Exactement. Donc ce qui fait que c'est facile pour eux de se mettre ensemble et dire que bon, on va voir d'ici 3 ans. Mais dis à un Camerounais qu'on va voir d'ici 3 ans s'en sortir et tout. Lui, il voit comment il doit gérer sa famille derrière. Si tu n'as pas un truc qui lui rapporte de l'argent immédiatement, c'est pas possible. C'est pour ça qu'ils sont obligés de rester en mission. Et moi, j'arrive souvent à avoir des résultats dans mes business parce que derrière, je m'y consacre. C'est-à-dire que je reste focalisé dessus et je ne fais que ça. Ce qui fait que je peux sortir beaucoup de formations en fait. Or, les autres, c'est très difficile. Donc, même pour qu'on puisse tenir le coup face à l'IA, il faudrait que les gens puissent se mettre ensemble pour faire des choses intéressantes. Mais l'IA a du potentiel en Afrique. Mais utilisons-le de la bonne façon, pas pour faire le faux, comme tu disais. Il y a d'autres pays africains, surtout les pays anglo-saxons, qui capitalisent vraiment dessus. Hein. Et c'est eux qui capitalisent aussi les levées de fonds, tout à fait. Ouais. Le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ils sont quand même très avancés. Bon, moi, je rigole un peu quand on me parle de Madagascar, qui fait l'IA. C'est les petites mains de l'IA. Voilà, mais j'ai suivi un documentaire. Ils font l'entraînement, je crois qu'on a vu le même. Ouais. Ils entraînent l'IA à reconnaître un corbeau, à reconnaître un chat. En tout cas, ils font pour eux. Nous, on ne fait même pas ça. Si on faisait l'IA, ça serait... mais quel est ton avis sur le fait que l'IA va faire que les gens perdent leur job? Quel est ton avis sur la question? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Justement, en préparant mon cours sur l'IA, là, j'ai abordé cette thématique-là. Les jobs sont plutôt transformés. Oui. Ils ne sont pas perdus. Ok. Mais typiquement, vu que là, Amazon est en train de licencier 30 000 personnes et tout ça là, Google est un peu pareil, et les grosses boîtes un peu pareil. Pour toi, c'est donc le fait de quoi? Parce que là, c'est une conséquence concrète. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est concret. Là. Il n'y a pas de transformation. C'est qu'on demande aux gars de partir. Oui, ça, j'ai compris. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne vont plus travailler chez Amazon qu'ils ne peuvent pas trouver un autre travail qui découle de cette transformation de l'IA. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, et ça ne montre pas les chiffres que je n'ai plus en tête. Parce que quand je préparais, je regardais ça. Il y a beaucoup de paris que les entreprises ont fait sur l'IA qui se montrent non fondés. Tout à fait. Je pense qu'on dit que quasiment 90% de ce qui avait été mis en place par les entreprises ou bien du moins de paris qu'ils ont fait n'ont pas apporté de résultats. J'ai parlé de mon exemple, tout à fait. Voilà, donc le monde est en train de se transformer, les gens sont en train de jeter les dés, machin et tout, mais on ne saurait en tirer des conclusions qui sont constantes en fait.
Effectivement, c'est vrai pour moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de licenciements quand même. Et même les embauches sont presque gelées dans les entreprises. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça a un impact dans le monde de l'emploi. C'est clair que ça a un impact. Maintenant, est-ce que ça va supprimer les postes? Je ne pense pas. Parce que même pour un utilisateur de l'IA, moi qui utilise l'IA tous les jours et qui fait des services, enfin qui propose des services qui dépendent de l'IA, c'est sûr que je ne suis pas encore à la version aboutie de tout ce que je fais, mais j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois, j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir orienter, qui va pouvoir contrôler, qui va pouvoir dire à l'IA, voici, qui va pouvoir prendre le dernier jugement. Tout à fait, oui. Et bien sûr, cette personne-là n'a pas la même compétence, ou bien ne nécessite pas la même compétence que quelqu'un qui aurait fait ça de A à Z. Je prends un exemple. J'ai mis en place un processus de publication de vidéos YouTube. Donc, quand tu as ta vidéo, tu fais en place ton optimisation SEO, etc. pour publier la vidéo. Avant, j'avais besoin d'un expert SEO qui comprend d'abord la thématique. Dans la thématique, il va aller récupérer les mots-clés, va aller sur Internet regarder ces mots-clés-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos dessus, voir ces tendances, voir comment il faut les optimiser. Va venir maintenant concocter tout ça. Mettre en place un titre, une description à partir des requirements de YouTube et tout pour publier la vidéo. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça parce que justement, toute cette étape, ce process-là, j'ai mis ça en place, j'ai structuré, j'ai fait un algorithme qui fait des automatisations, etc., qui fait tout ça et donne finalement un certain résultat à ma personne qui est adjointe administrative, qui va maintenant, elle, tous les résultats qu'elle a mis en place là, j'ai confiance à ça, on va dire à 90%. OK? Je n'ai plus besoin de quelqu'un qui est expert en SEO. J'ai besoin de quelqu'un qui peut maintenant comprendre la psychologie humaine. Qui va dire, OK, voilà mon titre 1 qui a été proposé. Voilà le titre 2 qui a été proposé, titre 3. Je vais choisir parmi ces titres-là. Et ce n'est plus la même compétence. Mais j'ai besoin d'elle quand même. Tu vois? Et on fait quoi de ceux qui sont en train d'être formés dessus actuellement? Ils n'ont qu'à bien se former. Ils n'ont qu'à Non, mais ce que je dis, c'est quoi? Ils n'ont qu'à réorienter leur formation. Mais c'est ça que je dis. Oui, mais c'est les gens qui vont bientôt sortir de formation, ils sont en train de soutenir là. Donc, tu lui dis bienvenue au chômage, il vient soutenir, on lui dit mais bienvenue. bien sûr, mais c'est toute la problématique avec une industrie qui évolue. C'est qu'il faut évoluer 2 fois plus vite que l'industrie. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est potentiellement les emplois dont la compétence en fait n'est plus nécessaire. Bien sûr. Ah, très bien, donc ça veut dire que derrière, si moi j'avais des gens qui le faisaient dans mon entreprise, je vais simplement les remercier. J'ai jamais dit non. Ah voilà, très bien. Mais il y a d'autres emplois qui vont être créés après. Oui, depuis on attend qu'ils soient créés du coup, en attendant, parce qu'on a l'impression que ce sont encore des métiers encore super qualifiés. Par exemple, prompt engineering. Oui. C'est un métier qui a découlé de l'IA. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de fait prompt engineering. Moi, avec mes yeux, non, moi, j'ai jamais vu quelqu'un dans le métier. J'ai pas encore vu de diplôme de l'université. Non, mais ou de machin de quelqu'un qui me dit que non, il est là pour le prompt engineering. Non, mais justement, parce que les universités encore ne sont pas encore réadaptées. C'est ça toute la problématique. Mais il y a des gens qui exercent comme métier, ils sont peut-être formés sur du tas, ils sont voilà. Parce que n'oublie pas que ça date seulement d'il y a 2 ans. Qui exercent vraiment des métiers de prompt engineer. Moi, par exemple, aujourd'hui, je t'ai parlé du chatbot que je mets en place. Quand je mets en place des automatisations, il y a 2 problématiques. Il y a la problématique de, on va dire, l'ingénieur système, je vais l'appeler comme ça, qui va faire l'automatisation. Mais je vois très bien que cet ingénieur système-là, il n'est pas bon au prompt. Il peut te mettre en place les blocs et tout. Maintenant, celui qui va parler à l'IA, c'est une autre chose. Et si, à côté de ça, je peux trouver un Camerounais, même si je suis quasiment sûr que ça n'existe pas, qui est spécialisé dans le promptage, moi, je suis prêt à l'embaucher. Je vois. Ok. Je vois un peu ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas faux. Maintenant, je me dis, il faut juste que les gens se préparent au monde de l'emploi. Parce que je dis, ça... Oui, ça va. En fait, des fois, j'ai envie de dire que il faut vraiment que les formations à l'université En fait, le modèle même, comment les gens se forment, il faut que ça se réadapte. Fait 5 ans aujourd'hui d'école d'ingénieur, j'ai envie de te dire que pour la plupart des métiers d'ingénieur aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine. Il y a des métiers pour lesquels ça va. Peut-être on va dire tu vas faire aéronautique, les métiers de poids, machin et tout, ça va. Mais vraiment, il y a des métiers pour des métiers pour lesquels vaut mieux que tu fasses 2 ans, 1 an ou 2 ans, et puis tu ailles sur le marché de l'emploi. Parce que tu vas à nouveau encore aller te former 1 an dans quelques années, effectivement. Bien sûr. Si je prends même seulement ceux qui ont fait le cours depuis là, qui sont sortis, aujourd'hui, est-ce qu'ils utilisent vraiment ça? Ben non. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui qui aident. En fait, j'ai envie de dire que ta formation, non seulement tu ne vas pas capitaliser dessus, mais ça t'enfonce même parce que ça te donne une façon de penser qui n'est plus réaliste en fait. Je vois. Qui n'est plus limitée. Récemment, j'ai notre ami commun, la TED, qui a lancé son business net là, où il forme les analystes d'affaires. Et au début de son business, j'étais partie prenante des formations. Et nous, on était stupéfaits souvent de rencontrer des gens qui veulent se former en analyse d'affaires et qui, du point de vue technologique, ne maîtrisaient rien. C'est-à-dire que des trucs simples comme je veux faire un petit prototype, je vais aller peut-être sur Lovable pour tout et que ça, je veux savoir utiliser un CRM, machin et tout. Les gars ne connaissaient pas.
Tu vois? Mais c'est des gars qui veulent quand même aller sur un marché d'emploi pour être analyste d'affaires parce qu'ils ont suivi une formation d'analyse d'affaires et qui ne les a pas malheureusement préparés à ça. Je vois. Mais moi, en tant que recruteur, si j'ai devant moi, je vais te parler de deux cas. Un gars qui a fait une formation d'analyse d'affaires, qui est bon théoriquement, etc. Et un petit, que je sais que le gars, si, il maîtrise tous les petits logiciels parce qu'il est parti traîner sur Internet, il passe ses journées à faire ça. Moi, je préfère avoir ce petit-là, à qui je vais peut-être donner une formation de 2 mois de comment on se comporte en entreprise, comment on aborde un peu les sujets. Peut-être d'avoir quelqu'un qui a cette partie théorique-là, mais qui ne comprend juste pas la pratique, en fait, qui comprend bien de la pratique. C'est vrai que le recrutement, même, c'est vrai que maintenant, quand je recrute, je ne demande même plus le diplôme, je demande même plus je demande le portfolio. C'est vrai que ce n'est que ce que je demande actuellement, ce n'est que le portfolio. Qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable de délivrer? Parce que nous, dans l'IT, c'est facile de démontrer ce que tu as fait. Ce n'est pas de la philosophie. Donc, je pense quand même que les profils juniors doivent vraiment faire gaffe. Et je me dis, il faut de plus en plus d'entreprises chez nous. Pour moi, c'est vraiment l'accent qu'on doit mettre. Les profils juniors doivent faire gaffe. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ne vous limitez pas à l'école, en fait. C'est vraiment ça. Soyez curieux. Soyez curieux, parce que moi, tout ce que j'ai fait, parce que moi, je suis le gars numéro 1 qui a toujours exercé dans des trucs qui n'ont rien à voir avec sa formation. Je te dis, là, mon premier agent que j'ai fait, c'est dans les trucs en montage vidéo. Bon. Plutôt que ça, je faisais des montages de mariage, etc. Donc, moi, j'ai fait mon argent en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec ma formation. Parce que moi, je suis ingénieur aéronautique. J'ai exercé dans le domaine en tant qu'employé. Après, j'ai fait un doctorat, j'ai fait quelques missions dans les boîtes comme ça. Mais le cœur de mon argent que je me suis fait dans le business, ça n'avait juste rien à voir. Maintenant, je peux trouver certains parallèles. J'ai fait dans l'IA, j'ai fait mon PhD en IA, en aéronautique. Mais je me suis toujours formé en regardant le marché. Qu'est-ce que le marché veut? Je pars apprendre et je fais de l'argent avec. Et moi, je pense que c'est la mentalité que les gars doivent avoir aujourd'hui. Parce que l'école ne te garantit plus rien, en fait. Et ça, c'est très important ce que tu dis là, parce que je vois encore des jeunes, tu leur demandes ce qu'ils veulent faire, quand ils te disent ce qu'ils veulent faire, en fait, tu comprends que non, c'est quelqu'un qui ne va jamais trouver un emploi, parce qu'il veut quelque chose que l'entreprise ne veut pas forcément. Moi, j'ai embauché quelqu'un qui, effectivement, me gérait les montages, et sauf que c'était un ingénieur informatique, en fait. Je crois qu'il est bac plus 3 informatique. Bon, moi, je l'ai pris pour la partie montage. Donc, à un moment donné, il vient me voir, il m'a dit que oui, il a envie de faire l'IA, machin et tout, se spécialiser dans l'informatique et tout. Il dit, bon, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais nous, on te paye par rapport à ce pourquoi on a besoin de toi. Ça veut dire que si tu vas faire autre chose, en pensant peut-être que ça va changer ton statut de l'entreprise, attention. Et c'est pour ça que je dis que les gens, en fait, doivent pas essayer de faire forcément ce qui leur fait le plus plaisir, mais ce qui permet à l'entreprise de vivre. Parce que c'est l'entreprise qui, derrière, leur verse un salaire. On ne dit pas qu'ils doivent se fouetter sur le dos tout le temps, non. Mais que derrière, ils doivent avoir ça à l'esprit. Ça veut dire que si tu as été pris pour un truc spécifique, si tu décides de changer, il faudrait déjà savoir où est-ce qu'on a besoin de toi et de cette compétence. Je dis que bon, avec ta compétence, ton master IA que tu veux faire, tu vas travailler où? Dis-moi. Parce que si c'est que tu comptes partir en Occident, peut-être. Mais dans le contexte camerounais qui est le nôtre, aller faire une formation IA, il faudrait que tu me dises vraiment dans quelle entreprise tu vas aller. Parce que nous, il faut aussi reconnaître qu'on a encore des besoins quand même basiques. Souvent, on est même performant par rapport à ce qu'on veut. Moi, j'ai fait passer des entretiens à des monteurs vidéo. C'était à 80% des informaticiens en école d'informatique. Bien sûr. J'étais surpris. Je me suis dit que mais c'est peut-être des gars qui ont fait infographie à l'école ou des choses. Non. Tous, c'est des gars qui ont commencé à toucher les Photoshop, les machins et tout. Je pense que qui ont été informaticiens. La plupart des monteurs vidéo n'ont pas fait ce métier-là. Et ça fait justement partie des formations. Moi, je dis ne pas parler, ça sert à rien d'aller à l'école. Pour ça, je dis bon, tu peux aller, ça te plaît, mais apprends sur du tard. Il y a tellement de formations en ligne, tellement de tutos, tellement de trucs. Ça. Moi, je n'avais pas réalisé ça, en fait. Je me suis dit que non, il y a des écoles vraiment... Non, tous m'ont dit que non, en fait, quand il y a des choses, souvent, on leur donne des choses à monter. C'est comme ça qu'ils sont montés en compétence. Ils sont très bons, mais sauf que derrière, tu vois qu'il ne s'épanouit pas forcément énormément parce qu'il est parti pour faire une école d'informatique et qui s'apprêtait à programmer. Et vous lui faites faire les montages et les trucs tout le temps. Tu vois que le gars est perdu. Mais je dis que non, c'est la société, c'est l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Le pire, c'est qu'aujourd'hui... J'ai envie de dire que même si on le met en tant que programmeur, je ne suis pas sûr qu'il va aimer. Hein. Bon, aussi, pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui font l'informatique, ils aiment programmer, ils aiment créer des trucs de zéro. Ils vont dire que non, moi j'ai fait ce système-ci là, j'ai écrit mon code en même pas Python, ils aiment les langages qui sont encore bas là, assembleur, j'ai fait du C++ et tout. Alors qu'aujourd'hui,
la réalité de quelqu'un qui veut fournir des services. Mhm. Ok. Bon, j'imagine que toi, tu es dans le domaine, donc il y a Tout à fait, forcément tout des à fait. marchés. Il y a le marché des gens qui veulent le no-code. D'abord, des solutions rapides. Tout Et à ça, fait, pour oui, ça, oui. tu n'as même pas besoin d'avoir un Ça programmeur. reconnaît, oui, oui, oui. Et puis, tu as peut-être des entreprises qui veulent peut-être des solutions plus stables. Là, peut-être il faut aller programmer. Mais le gars qui va te faire de l'assembleur, ça n'existe plus, en C'est fait. une priorité, oui, oui, effectivement. Je pense qu'on doit complètement revoir les filières dans lesquelles on forme les jeunes. Moi, quand je vois un jeune, je lui dis, première chose, ne fais pas les filières littéraires, ne fais pas s'il te plaît, je t'en supplie. Ensuite, si tu fais les filières de sciences de la vie et de la terre, donc SVT, va dans le domaine médical, parce qu'on a toujours besoin, même si c'est mal payé, on a toujours besoin de gens dans le domaine médical. Ouais. Et ensuite, quand tu vas dans l'ingénierie, fais tout pour être sur quelque chose qui te permet de tester rapidement, donc notamment l'informatique, l'IT. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait dans les matières un peu dures, c'est-à-dire que BTP, Ouais. mécanique, Mécanique, souvent aéronautique. après c'est un peu chaud, ils ne Oui, sont pas c'est toujours pris complexe. parce que derrière, C'est il n'y a pas complexe. des entreprises pour les absorber, C'est ou complexe. même pour prototyper, c'est pas évident. Complexe. Alors que dans l'IT, tu peux faire ton petit site e-commerce, tu peux faire des trucs, Exactement, etc. exactement. Donc c'est vraiment ce que moi je C'est pense ça, aux gens. c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai très vite shifté. Quand moi, j'ai terminé ma maîtrise Ah, voilà. en aéronautique, Ouais. l'année là, je pense, c'est l'année où Bombardier avait beaucoup de problèmes au Canada. Et tu sais que l'aéronautique, la façon dont ça fonctionne, c'est que quand le leader a des problèmes, ça impacte Oui, forcément directement toute sur les l'industrie. prestataires. Et je me rappelle que j'étais allé travailler directement en IT. Ah, voilà. voilà. J'avais commencé à travailler en IT. Et j'avais justement appris à programmer après ma maîtrise. Bon, je connaissais un peu les bases et Tout à tout fait, ça, tout à fait, oui. mais j'ai suivi des formations. À l'époque, il y avait le site du zéro et tout ça. Donc, je oui. me suis quasiment reformé pour dire C'est que ça. je ne veux plus être dans une position Où où je dépends d'une industrie, Tout ou à fait. bien un peu on vit les gens, les salaires sont bas. Tu as l'impression que tu es vraiment dans un cube où tu ne peux pas t'en Exactement, sortir. oui, En fait. oui, Et je ne veux oui. pas être dans cette position-là. Ouais, c'est vrai que de nos jours, il faut être très flexible dans la tête. C'est Très la compétence flexible. la plus puissante, je pense. Et Très c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour mon ami Kevin là. Parce qu'il a alors fait mécanique, il n'a pas trouvé de travail, il est venu dans la formation dans l'IT et maintenant il est dans le BTP. Donc pour dire qu'en termes de transition, vraiment, j'ai ouais. pas trouvé mieux. Et c'est pour Ouais. ça qu'il est obligé de réussir. Parce que c'est quelqu'un qui ne se ferme aucune porte. Bien sûr. Moi, typiquement, je reste rigide. IT, je suis heureux dedans. Moi, je fais la princesse. Mais lui, vraiment, il il est ne se vraiment ferme aucune. Il dit, il est parti de l'IT au BTP. On dit maintenant qu'il construit les immeubles et tout. Les gens ne comprennent pas. Il dit que, mais toi, tu étais d'abord dans la mécanique, non? Ouais. Mais il a bien vu que la mécanique, c'était chaud. Même C'était étant chaud. fort, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Voilà, il est parti dans l'IT. Et j'ai même envie de te Ouais. dire que c'est une compétence d'être aussi Oui, agile, oui. agile. Et quand tu es agile, tu capitalises finalement sur tous les petits trucs que tu as appris dans différents secteurs. Et finalement, Tout à fait. tu arrives à faire un Oui. concoctage qui est souvent très unique en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tout à l'heure, tu as parlé du médical. Oui. Tu penses quoi du médical au Cameroun en termes d'opportunités business? Alors, en termes d'opportunités, le médical, moi je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel parce qu'il y a encore des zones qui ne sont pas bien desservies. Je pense aussi que l'État doit beaucoup mieux rémunérer et encadrer la rémunération du personnel médical. Parce que ça ne sert à rien de former autant de médecins si c'est pour aller ne pas avoir les moyens de soigner les gens. Donc, les cliniques privées, effectivement, sont bien parce que derrière, il y a les moyens nécessaires, mais ça a aussi un coût. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a aussi les assurances qui ne fonctionnent pas très, très bien. Donc, dans ce sens-là, quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Donc, moi, je ne jette pas la pierre sur l'État, pas du tout, mais je pense qu'en entrepreneuriat, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le médical. Il faut, pour l'État, faciliter quand même l'obtention des licences encadrées. Mais vraiment, il y a beaucoup de potentiel. Il y a une de mes petites sœurs qui est au CUS là. Ma maman lui a fait un cabinet là. Seulement avec une chaise et tout ça là. Hein. C'est-à-dire que voilà, elle commence déjà à avoir ces petits trucs. C'est vrai qu'elle est en stage, en 5e année. Quand elle va dans son petit cabinet et tout, elle fait ses prestations, après elle rentre à la maison. Donc je pense que peut-être qu'il faut, c'était un moyen en fonction de la spécialité, mais vraiment je pense qu'il y a du potentiel. Moi on n'apprend pas, et c'est pour ça que j'appréciais Claudel Nobissier, parce qu'il amenait en fait les gens du domaine médical à ne pas forcément vouloir travailler pour quelqu'un, à pouvoir avoir aussi son couloir et son cabinet. Exactement. Et moi je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'intérieur. Ouais, je pense aussi. J'ai l'impression que c'est le domaine aujourd'hui où il y a le plus d'opportunités business dans le médical. Je peux pas dire plus, Parce mais que c'est un marché qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. ouais. J'ai l'impression, je dirais que l'État, pour l'instant, ne remplit pas sa mission. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de limites. Il y a Il y a beaucoup de Limite. Et donc, du coup, comme c'est un marché qui est de toute façon très en demande, Tout à fait, où ceux qui répondent à la demande ne le font pas bien, c'est ça. donc il y a de la place pour les acteurs qui sont sérieux. Surtout qui sont sérieux, parce que derrière,
quand tu es allé dans les hôpitaux publics, la façon dont tu es traité, peut-être parce qu'il y a beaucoup de patients à voir, mais c'est très compliqué. Du coup, les gens sont obligés de sortir des sommes faramineuses dans le privé. Et même dans les hôpitaux privés, c'est pas forcément clean, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il faut aussi comprendre les réalités du pays aussi, parce que bon, on parle tout d'opportunités, mais il faut aussi savoir peut-être pourquoi les autres font mal. Mais je dis encore que, voilà, pour moi, dans le médical, il y a des opportunités, ça c'est sûr. Je ne sais pas à quel point ça rapporte, mais il y a le besoin. Il y a le besoin, c'est sûr. Moi, je dis, par exemple, j'ai 2 petites circus. Il y a une qui est en 5e année comme je disais, de spécialité dentiste. Et l'autre qui est en médecine. Typiquement, elle pourra faire son petit cabinet, même si elle fait que ses consultations. Elle est tranquille. Oui, tranquille. Dès qu'il y a un cabinet de santé, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Tout le monde veut rester à Yaoundé. Et c'est le même problème qu'il y a même en France. C'est que tout le monde veut rester en fait dans les grandes villes. Et du coup, il n'y a plus personne pour soigner les vieux. Bon, ils ont trouvé la solution. C'est de faire venir les étrangers et les envoyer dans les zones où personne ne veut partir. Donc ça marche bien. Donc Marocain, Tunisien, Camerounais, Ivoirien, on va là-bas. Très bien. Mais nous, on va envoyer qui alors? C'est ça. C'est complexe. C'est ça. Surtout avec le fait que la mobilité n'est pas évidente aussi. Derrière, tu pars dans les zones où... voilà. C'est pas simple. C'est pour ça que je dis que l'État a aussi un rôle, mais derrière, je pense qu'il y a beaucoup... Tout le monde vient toujours investir au même endroit et faire les mêmes choses. Et ça crée une saturation. Si vous regardez juste un peu ailleurs, et c'est comme ça que les gens sont allés faire beaucoup d'argent, dans des zones où vous ne savez même pas que ça existe. Nous, quand on s'est intéressé à la zone de soie, on a vu qu'il y a des carrières là-bas. On a vu qu'il y a des fabricants de carreaux, de marbre. On était surpris. Mais ils ont leur couloir, ils partent dans des zones où il n'y a presque personne. On leur donne même le terrain, on leur donne tout. Mais derrière, on leur dit qu'il faut être sérieux et délivrer. Donc, dans ces zones-là, tu peux ouvrir ton petit cabinet et tout ça là. Voilà. Et si c'est que l'État met vraiment en place comment on appelle ça, le truc universel là, l'assurance santé universelle là, je pense que ça peut beaucoup aider. Parce que si on sait que c'est l'État qui paye, ça va aussi encourager les gens à faire les consultations. Parce que c'est qu'en Occident, c'est ça le principe. C'est que comme on sait qu'il y a l'assurance santé qui va payer de toutes les façons, mais ça fait en sorte que les gens peuvent aller s'installer. Et ils prennent les gens en consultation, c'est beaucoup plus facile. Alors que si tu parles d'un truc où tu sais que tu n'as pas de clients parce que les gens vont te dire que voilà, il a 1000 francs. Il a 500. Ça n'encourage pas à vivre parce que toi, tu dois faire vivre une famille peut-être à Yaoundé. Tu dois d'abord rembourser des équipements. Voilà, si c'est que tu as besoin d'équipements. Donc, mais pour moi, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Les plateaux techniques ne sont pas bien garnis également. Donc, il y a à faire. Mais bon, comme je disais, ça, c'est pas mon domaine. Donc, je laisse des gens qui sont beaucoup plus outillés que moi en parler. Moi, c'est vraiment la tech. C'est vraiment là où j'essaie de voir un peu ce qui se passe. Et quand j'ai commencé à former, les gens de chez Freeland, je me suis rendu compte que les gens sont de bonne volonté. Mais sauf que nous, on a tellement été habitués à souffrir que même quand un truc ne marche pas, on ne se plaint pas. Et ça se voit dans tout. C'est-à-dire qu'ils disent que, mais Diran, nous, on est d'accord pour mettre à jour l'application Sarah. Mais on ne nous remonte rien. Et c'est moi qui leur ai remonté, parce que quand je leur donne l'information, j'utilise beaucoup ça, parce que je fais les virements. C'est vraiment une application excellente. Du coup, je leur ai remonté des points. Ils étaient un peu surpris. Ah oui, mais c'est pas normal. Donc, derrière, les gens ne vont même pas se plaindre. Peut-être qu'on est même très peu à utiliser les technologies. Mais quel canal de communication ils ont aussi mis? C'est une bonne question. Moi, celui qui te fait installer l'application, c'est généralement ton conseiller. Moi, lorsque je demande à mon conseiller, je dis qu'il y a un problème ici, le gars me dit qu'il faut que j'aille à la direction générale. Voilà. Donc, derrière, mais tu vois que ce n'est pas le problème des IT directement, tu vois. C'est un problème de process. Et eux, ils disent que non, ils sont prêts à mettre, mais sauf qu'il n'y a pas aussi suffisamment d'utilisateurs. Parce que si c'est 1-2 personnes, on n'est pas représentatif d'une masse critique. Donc, comme ce qui dit que faire des applications vraiment grand public au Cameroun, c'est compliqué. Parce que même les feedbacks qui te permettent de t'améliorer, tu n'as pas. Dès qu'un gars va tester 2 fois, comme on est habitué à souffrir, il va considérer que c'est comme ça. Il va trouver les astuces. S'il voit que c'est entre minuit et 1 heure que ça fonctionne, il va faire les virements entre minuit et 1 heure. Mais derrière, les gars ne sauront pas que c'est parce qu'il y a une surcharge vers 18 heures que les gens n'arrivent pas à faire le virement. Parce que personne ne leur a remonté l'information. Donc il n'y a pas ce volontarisme. La mentalité au Cameroun, c'est la magie. C'est pas évident. Même quand tu veux faire les choses bien, derrière, on ne te remonte pas les bonnes métriques pour que tu puisses t'améliorer. Donc, investir dedans, c'est très compliqué. C'est pour ça que les GAFAM n'attendent pas nos retours pour améliorer leurs applications. Oh, c'est clair. Donc, du coup, c'est clair. De toute façon, est-ce qu'on paye d'abord même? Aussi, on consomme que du gratuit. On consomme que du gratuit. C'est pour ça que les choses... Il n'y a qu'à voir sur YouTube. Si ton public cible, c'est l'Afrique, vraiment, je suis parti pour ne rien gagner. Monétiser, ça va être compliqué. C'est clair. Mais la tech a de beaux jours, mais il faut juste qu'on sache quelles sont les bonnes cibles. Il faudrait que les entreprises, les PME, les plus petites même,
prennent conscience de cela, que ça peut les aider. À partir de là, on pourra absorber la masse d'informaticiens. Sinon, ils sont obligés de partir au Canada et je ne peux pas en vouloir un Haïti qui part. Qui va absorber, Même au-delà même de l'argent, en termes de problématiques auxquelles il sera confronté, il faut bien qu'il mette sa formation, qu'il l'utilise à un moment donné. Qu'il rentabilise. Qu'il rentabilise dessus, et puis qu'il se sente un peu épanoui. Parce qu'il va venir au Cameroun, il va faire quoi? Il va réparer les photocopieuses. Ah ben c'est pas évident, parce que quand même je suis rentré et tout. Tu parles, tu prêches au désert, c'est pas évident. Tous ceux qui peuvent t'écouter, ce n'est qu'effectivement les grands groupes. Et souvent, ils sont déjà cannibalisés par les sociétés occidentales. Parce qu'ils savent que ce n'est que eux qui savent faire. Parce que les problématiques qu'ils ont sont des problématiques à chaque fois à l'échelle. Ouais. Donc si c'est que tu n'as pas déjà vu ça, tu as vu ça où au Cameroun? Non, c'est obligé d'être des gens qui sont venus là-bas. C'est pour ça que quand je discutais avec eux, j'étais très content qu'il y ait des gens qui ont vu des choses qui marchent et venir leur expliquer. Parce qu'ils m'ont dit, on ne trouve pas de personnes pour nous encadrer sur ces sujets. Ils vont remplir les juniors dans la société, mais il n'y aura pas des gens qui ont fait et qui vont nous expliquer à ces juniors-là comment ça se passe. Bien sûr, les juniors, et même j'ai même envie de dire que certains seniors au Cameroun en termes informatiques. Oui, en termes informaticiens, ils n'ont pas connu cette problématique. Et c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est comme s'ils sont... Ils sont dans une bulle là que tu comprends. Et pour eux, c'est vraiment fait j'ai envie d'appeler ça l'informatique pure dure. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a certaines solutions faciles. En fait, ils ne sont pas orientés résolution de problèmes par rapport aux clients. C'est ça. On n'a pas cette culture-là. Moi, c'est quand j'ai mis en place Easy Training et qu'on a géré le site. Quand je me retrouve en train de gérer le support, les plaintes des gens, la montée en charge, la scalabilité, le service. Mais je découvre un nouveau monde et je n'ai pas attendu de voir ça à l'école ou dans une entreprise. Non. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faites votre portfolio et des applications. Quand un gars m'envoie des liens de son portfolio, je dis combien d'utilisateurs? Parce qu'il y a des problématiques auxquelles tu dois avoir été confronté. Problème de login des gens. Problème de reset de mot de passe qui n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe avec le serveur SMTP? Qu'est-ce qui se passe avec le serveur de mail? C'est des questions que on n'a plus le temps de revenir dessus. Tu dois déjà avoir expérimenté cela. C'est pour ça que je dis aux gens, ayez des solutions. Si vous voyez quelqu'un qui vous monte une appli, n'allez pas directement dire que vous allez facturer. Non, dites-lui que vous allez travailler gratuitement, mais que vous voulez au moins se voir le résultat et pouvoir le documenter parce que c'est ce qui va vous montrer ce que c'est que la production. Et je dis, c'est nous en gérant Easy Training. Et quand on a 100 élèves qui se connectent, la plateforme commence à trembler comme ça. Que nous-mêmes on met les mains sur la tête, on dit comment est-ce qu'on gère ça? Et nous-mêmes on est obligé d'aller voir. Et c'est la même chose que l'on peut maintenant transmettre aux petites sociétés en disant que voilà comment est-ce qu'on gère la montée en charge des infrastructures. Exactement. Et l'IA nous aide aussi beaucoup à analyser tout ça en tout cas. On espère que la tech a de beaux jours en Afrique. Oui, ça va aller. Un mot pour la fin? Oui, je pense qu'il faut encourager les jeunes à s'intéresser à tout ce qui est tech, peu importe le domaine dans lequel ils font, parce que ça reste l'avenir et c'est le meilleur moyen de miser sur son employabilité à long terme, pouvoir travailler à distance et pouvoir découvrir des choses tout le temps, sans avoir la barrière géographique. Donc, formez-vous dessus et investissez au bon moment, au bon endroit, pas dans des choses qui vont vous prendre de l'argent juste pour prendre l'argent. Voilà. Sophie, un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci de m'avoir. Ciao. Yes.